Culture chic, influence pop, courant choc, bienvenue dans Version Française, le magazine qui annonce la couleur en 100% bleu, blanc, rouge. En selle, aujourd'hui on vous emmène dans les coulisses bien gardées, celles de la garde républicaine, des écuries aux ateliers, découvertes au petit trot. Coquillages et crustacés ne sont plus sur leur plage abandonnée, mais bien entre les doigts experts de l'artiste Thomas Boog. Que vous ayez envie de mettre la main à la pâte ou simplement de contempler, voici 3 adresses autour de la sculpture. Si entre les Pyrénées et les Alpes, votre cœur balance, votre raison, elle, penchera pour les skis made in France. Dénichés aux 4 coins de France, voici les immanquables de la semaine, ses points de vue. Nous voici bien emballés par la belle idée des wraps en cire de l'abeille qui emballe. Exit le papier d'alu ou cellophane pour recouvrir les restes de nos repas qui sommeillent au frigo. Bonjour, l'initiative écolo. Un simple mais joli tissu enduit de cire fait désormais sa place dans les placards de la cuisine pour le plus grand bonheur de la planète. Emballé, c'est wrappé. Objet incontournable des années 70, reconnaissable au premier coup d'œil, voici la pomme à glaçons. La plus célèbre est évidemment orange, couleur phare de l'époque 70s. Elle fut vite délaissée au profit d'autres matériaux comme l'inox, mais laisse un souvenir impérissable de son passage dans le paysage design, tout simplement à croquer. Marre de voir vos t-shirts basiques avoir grise mine, désespéré de votre jean fraîchement troué ou tout simplement envie de renouveler votre garde-robe en un coup d'aiguille, plus la peine d'être expert en couture. Dans l'ouvrage Broderie Upcycling, on vous donne 20 idées originales pour donner ou redonner du peps aux pièces de votre dressing. Astucieux. Vous connaissez l'expression « tendre le bâton pour se faire battre » ? Eh bien, si c'était un bâton de caramel quand vous tendez, que diriez-vous ? Les bâtons sont ici des créations 100% françaises indispensables pour ravir les gourmands, et on sait qu'il y en a, en se parant de saveurs multiples comme la fève tonka, le fruit de la passion, ou encore le sel de Guérande. L'institution prestigieuse de la garde républicaine nous a ouvert ses portes. Aux côtés des artisans, officiers et même chevaux, voici une visite sous bonne garde. Vous avez plutôt l'habitude de la voir défiler sur les Champs-Élysées les jours de célébration nationale. Gardienne du prestige de nos institutions françaises, la garde républicaine met à l'honneur le meilleur ami de l'homme, le cheval. Aujourd'hui, pas de défilé pour les canassons, c'est jour d'entraînement au quartier Carnot. Quelques téméraires affrontent la pluie, mais nous, on a rendez-vous à l'abri d'un manège. Avant de commencer les efforts, allons en savoir un peu plus sur les missions de ce régiment auprès du chef François Barberoux. Mission d'honneur, Élysée, Matignon, tous les palais nationaux. Plus mission de sécurité, détachement saisonnier tout l'été. Sécurisation des alentours du Stade de France, au niveau des gares de RER. C'est des chevaux qui font le 14 juillet, le 11 novembre, le 8 mai. Donc voilà, pour qu'ils soient les plus beaux possibles et les meilleurs possibles. Et pour être au meilleur de leur forme le jour J, les chevaux et leurs cavaliers se préparent au quotidien. On a installé différents ateliers, donc notamment des escaliers, chose qu'ils peuvent rencontrer en ville. Après, si jamais le sol n'est pas propre, s'il y a des bouteilles en plastique ou autre, donc qu'ils ne soient pas surpris par le bruit que font les bouteilles lors de leur passage. Il y a aussi la bascule, qui ne tente d'ailleurs pas tout le monde. Et puis le plus impressionnant peut-être, un obstacle enflammé. Ça c'est sûr, les chevaux n'ont pas vraiment l'habitude d'en franchir. Bon, vous l'aurez remarqué, ni les chevaux ni leurs cavaliers ne portent les tenues officielles. Pour en voir un peu plus, direction la place de la République à Paris, là où les artisans de la garde républicaine sont installés. Dans cet atelier par exemple, on s'occupe des selles des chevaux. Le modèle d'origine date de 1874. Depuis, ni la technique ni la forme n'a changé. On restaure surtout les selles, c'est-à-dire qu'on va réparer les parties qui sont abîmées par des parties neuves ou alors des parties anciennes qu'on remet en service. C'est-à-dire qu'on répare de l'ancien avec de l'ancien, c'est ce qu'on appelle la restauration, où on fait des selles complètement neuves, qu'on va vieillir artificiellement de manière à ce que ça soit uniforme sur les rangs. Pour qu'il y ait vraiment une âme et que le produit reste vraiment uniforme, on essaye de faire au maximum de la restauration. Côté couture, vous allez voir, rien n'a changé non plus. C'est une couture assez particulière, ce qu'on appelle la couture sellier. Là, en l'occurrence, Maëva elle est en train de confectionner
cette bride pour les tandems. Donc c'est une bride assez particulière avec des équipements somme toute normaux, mais avec des coutures qui sont exécutées à la main. Tout ce qui est bouclerie, tout ce qui est passage de boucle, c'est obligatoirement fait à la main parce qu'à la machine, on ne peut pas passer. Mila réalise une couture type sellier. Elle coud une sangle avec un fil de lin. Grosse différence comparée à une couture machine, c'est-à-dire que lors de l'exécution de cette couture à la main, elle va exécuter un nœud qui va être dans l'épaisseur. Concrètement, si un point est usé, si un point est cassé, ça ne va pas contaminer la totalité de la couture. Alors qu'une couture machine, vous avez sûrement eu le cas, vous prenez un fil, vous tirez, il y a tout qui vient. Donc là, en termes de sécurité, voilà pourquoi on fait ça à la main. Parce qu'en cas de problème, ça ne met pas en péril la vie du cavalier. Juste à côté, c'est l'atelier des casquilliers. La longue queue qui orne les casques est faite avec du véritable crin de cheval. Et pour cela, il faut une bande de cuir qui a cette forme-là, qui est un petit peu triangulaire, qui va s'adapter au sommet du casque qu'on appelle le cimier. Et ensuite, on perce sur cette lamelle de cuir 4 rangées de trous, 116 trous au total sur 4 rangées, toujours du même diamètre, 2,5 mm de diamètre, pour obtenir toujours une crinière de la même longueur et du même volume. C'est ensuite le début d'un long travail minutieux pour l'adjudant broyé. Il intègre le crin petite poignée par petite poignée. Il suffit juste de renouveler 116 fois l'opération pour obtenir la crinière. Ah, seulement 116, à vos ordres alors. Les chevaux et leurs cavaliers seront alors prêts à défiler et surveiller la capitale. Le régiment perpétue cette tradition, vieille de près de 400 ans. Quand les coquillages s'échouent sur la plage, c'est la main experte de l'artiste Thomas Book qui vient les cueillir. Il les transforme en créations quasi surnaturelles. Si pour vous les coquillages ne sont qu'un simple souvenir de vacances à la plage ou un délice dans votre assiette, alors une petite galerie parisienne risque de vous surprendre. C'est celle de Thomas Boog, décorateur et artiste, dont l'univers créatif se déploie autour de ces petites bêtes marines. Il peut aussi bien imaginer un visage affable ou étonné que la déco chic ou excentrique. Il conçoit aussi des décors pour les particuliers comme pour les bars et restaurants. En 2017, il a même revisité un cabinet de rocaille pour le salon AD Intérieur. Et si on lui demande de définir son style, vous voyez à la fois du baroque et quelque chose de très moderne côte à côte. Parce qu'en fait, je fais les deux. Je suis un peu tiraillé entre les deux. Je suis peut-être plus connu pour le côté un peu baroque. C'est vrai, j'aime bien les colonnes, j'aime bien des obélisques. Refait à nous, le goût d'aujourd'hui, bien évidemment. Tout commence dans le sous-sol de sa galerie. Sous cette voûte reposent des milliers de coquillages, sobres ou bigarrés, petits ou grands, parfois banals ou très précieux. Pourquoi les coquillages? Mais c'est une vaste question. Parce que je les aime. Au milieu de ces trésors des fonds marins, Thomas Book se sent un peu comme un poisson dans l'eau. À chaque coquillage, je vois l'intérêt. Je me dis, mais pourquoi la nature fait un truc aussi compliqué? Pourquoi cet animal a une maison aussi stylée? C'est quand même dingue. Sa collection de matières premières est immense, mais il n'utilise pas que des pièces brutes. Il peut les polir, faire apparaître la nacre avec de l'acide, les poncer, les peindre, comme ces moules qu'il tient absolument à utiliser. Pour chaque création, le point de départ, c'est la couleur. J'ai ces cabochons un peu bleutés qui sont assez précieux et du coup je profite de ça pour mettre des moules en fait en valeur. Je vais commencer à agencer un tout petit peu ça. En ce moment, Thomas travaille sur l'une de ses spécialités, un cadre de style baroque où le maître mot c'est l'accumulation. Attention, ici rien n'est laissé au hasard. Avant de coller ses coquillages, il fait des essais, en pose un puis un autre, cherche une harmonie dans cette superposition. Quand à la fin, on a l'impression il est tombé par hasard dessus, ce qui n'est absolument pas le cas parce que chaque endroit est vraiment bien réfléchi. Mais je fais ce travail à chaque fois pour me rendre compte ce que ça fait. Entre le moment où les premières pièces et les dernières sont posées, plusieurs jours s'écoulent, ponctués de temps de séchage pour que rien ne bouge. Résultat, une création colorée, rythmée et bien sûr unique. L'autre pendant du travail de Thomas, ce sont les cadres réguliers, très réguliers, qui demandent un tri précis en amont pour garder seulement des coquillages presque identiques. Attention, je ne trouverai jamais deux exactement pareils, mais je peux tricher. Je peux imaginer des coquillages qui ont plus ou moins la même taille, mais quand vous regarderez de près, vous verrez que
tous ces coquillages sont différents. Il n'y en a pas deux pareils. C'est ça qui est magnifique. Après avoir conçu les contours avec des coquillages plus gros et plus solides, Thomas procède au remplissage, un vrai travail d'orfèvre. C'est minutieux, hein, c'est vraiment des tout petits coquillages qu'il faut glisser dans les tout petits espaces. Il progresse lentement, un coquillage à la fois, afin de s'assurer d'une régularité presque mathématique. Les gestes sont rigoureux, répétitifs, mais certainement pas automatiques. On me dit toujours, ah ben c'est toujours pareil. Eh bien non, parce qu'en fin de compte, il faut que le coquillage que je mets dans les mains doit trouver la bonne place. On ne s'ennuie pas du tout, la journée passe très très vite à faire ça. Et si on vous montrait une pièce finie? Pour cela, Thomas a vu les choses en grand et il faut quitter la galerie. Alors nous allons avenue Hoche, à l'hôtel Royal Monceau, parce que j'ai fait un travail assez important là-bas. Et c'est assez spectaculaire, j'aimerais bien vous le montrer. Ce palace parisien a rouvert en 2010 après 2 ans de travaux dirigés par Philippe Starck pour la déco. Il a fait appel à Thomas Boog pour sublimer le couloir et le sas d'entrée du restaurant. Voilà, là nous sommes devant ce fameux sas où Philippe Starck m'a demandé comme brief qu'il voulait 2 secondes de wow avant d'aller au restaurant. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu et ça m'a beaucoup plu. Une carte blanche dont Thomas a bien profité pour parer les murs de milliers de coquillages. Il ne les a pas comptés, mais les entretient chaque année et les remplace s'il faut, car ces petites choses fragiles souffrent parfois du tumulte des cuisines. Une manière de préserver pour toujours l'éclat de ces matériaux immortels. Bonjour Thomas. Bonjour. Depuis petit, vous aimez les coquillages, comment ça se fait? Nous allons à l'époque une fois par an en vacances en Italie, parce qu'en fait je suis né dans les montagnes suisses. Et ce moment très précis comme ça, ces quelques semaines au bord de la mer, m'a toujours inspiré énormément. Et je crois cet amour à partir de ce moment-là. Ouais. En ramassant les coquillages sur les plages italiennes petits, comment êtes-vous arrivé à en faire un métier? Ça, c'est un choix réfléchi. J'étais dans la mode avant et j'ai su à un moment que la mode ne m'intéressait pas assez. Et j'ai cherché un autre métier. Du coup, tout de suite, je pensais à la décoration, c'est sûr. Et ce matériau un peu mal aimé est venu dès le début. Et j'ai toujours su que le coquillage et la nacre, ce cadeau de la nature, ça avait une valeur. Pour mieux comprendre votre amour pour le coquillage, il faut peut-être aussi revenir sur son utilisation, et c'est ce qu'ont fait les hommes depuis l'Antiquité. C'est vrai, le coquillage, je pense qu'il était premier en tout, hein. Ça c'est incroyable. On l'a utilisé pour les bijoux, forcément, la première trompette, la première monnaie. L'outil, un outil de... L'outil aussi, la cuillère, le bol. Alors est-ce que vous intervenez parfois sur l'aspect du coquillage? Le coquillage, c'est beaucoup de travail, hein. Alors d'abord, il faut les ramasser, évidemment. Moi, je peux aussi les acheter parce que c'est un vrai commerce. Après, il faut les nettoyer. Après, on peut soit polir pour garder l'aspect naturel, ou alors carrément enlever la couche de couleur pour que la nacre apparaisse. Dans une vitre perlière, par exemple, comme vous avez là derrière moi, la nacre est à l'intérieur. C'est pas très joli à l'extérieur, c'est à l'intérieur où c'est beau. Pour vous, la valeur, elle est plus dans la beauté, l'accumulation, les œuvres que vous réalisez, que dans la rareté. J'exclus pas le très beau coquillage, mais en fin de compte, je suis pas un collectionneur de coquillages. Je remplis pas une vitrine avec les spécimens qui me plaisent. Je suis plus attiré par l'accumulation, oui. Vous êtes un décorateur artisan, décorateur artiste. Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres décorateurs pour magnifier les intérieurs. Je suis à la fois décorateur, mais je travaille pour les décorateurs. Tous ces gens qui font soit des bateaux ou des maisons bord de mer, etc., je leur réalise qu'eux, ils ont besoin. Après, si vous voulez, je travaille pas que le coquillage, hein, c'est-à-dire que je suis intéressé par tout ce que la nature nous offre. J'aime les pommes de pin, j'aime des porc-épics, j'aime le très beau bois. J'ai mes trésors comme ça, que j'ai ramassés moi-même, qui m'ont pas coûté cher, et je suis fier de faire quelque chose de beau avec. Parfois, vous travaillez aussi avec d'autres artisans. Comment ça se passe? C'est pas le meuble en entier qui est fait en coquillage, attention, hein, ça reste le décor. Pour les portes, par exemple, ou une lampe, il faut un socle, il faut l'électricité, etc. Alors, comme je me considère un peu comme un créateur, tous les objets que vous
vous voyez ici sont dessinés par moi-même. Quel était le décor le plus fou que vous ayez réalisé? Le décor le plus fou, j'ai eu la chance plusieurs fois de travailler pour Philippe Starck, grand décorateur et architecte, et il m'a fait faire des folies. Et pour ce genre de commande, il faut du temps? Oui, c'est une démarche, on ne fait pas ça du jour au lendemain. Oui, ça. Mais les projets comme ça, ils sont de longue haleine, il y a plusieurs mois devant vous, tout est fait à la main. Très souvent, on me pose la question, vous les collez un par un. Je réponds toujours, mais j'aimerais bien 10 par 10, mais on ne peut pas. Votre travail s'apparente aussi à de la sculpture. Alors la sculpture, c'est un peu autre chose quand même, parce que la sculpture, on donne la forme. En l'occurrence, le coquillage, la forme est donnée, sauf quand je le découpe. C'est-à-dire quand vous le découpez, ça devient autre chose, ça devient juste une matière. Mais une matière infiniment riche et précieuse. J'adore la nacre. Et je me lasse pas, c'est ça qui est incroyable. Ça fait 30 ans que je travaille avec les coquillages, et je suis encore, si vous voulez... Enthousiaste. Oui, et je découvre encore. Merci beaucoup. Merci à vous. Entre musées, ateliers et découvertes au fil de la Seine, voici 3 adresses parisiennes autour de la sculpture qui vous en mettront plein la vue. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a couru, marché, rampé, arpenté, cheminé les rues de la capitale pour vous parler sculpture. Première destination, l'atelier musée d'Antoine Bourdelle. Un lieu hors du temps où la frénésie parisienne ne semble pas avoir son ticket d'entrée. C'est dans cette salle que l'artiste a créé l'œuvre de sa vie. C'est l'atelier de Bourdelle qui a très peu changé depuis sa mort en 1929. C'est un endroit où on sent encore la terre et le plâtre que l'on travaillait, où on a l'impression qu'il y a les fantômes des voix qui se sont tues. Alors Antoine Bourdelle lui-même, le sculpteur, qui a travaillé sa vie durant là, mais aussi ses proches, ses praticiens, son entourage et les gens qui sont venus poser pour lui. Juste à côté de l'atelier, une autre pièce dans laquelle vous allez vous sentir légèrement petit. Un espace gigantesque qui en vérité a été construit après la mort de Bourdelle en 1961 par la ville de Paris pour abriter ces extraordinaires modèles originaux en plâtre. Impressionnant par la taille, mais pas seulement. Ce sont ces sculptures qui ont rendu l'artiste célèbre dans le monde entier. Et sans vous faire mal au cou, levez encore un peu plus la tête, il y en a une qui domine toutes les autres. Le monument Alvear, un général argentin, le monument se trouve aujourd'hui encore à Buenos Aires, sur un socle qui fait plus de 20 mètres de haut. Il est très spectaculaire et ça montre que ce qui était produit à Paris était exporté ensuite dans le monde entier. Puis, passage obligatoire par la chambre d'Antoine Bourdelle. Celle-ci était là où il vivait, mais aussi là où il peignait. Décidément, il avait tous les talents. Et après avoir pris un bon bol d'air et d'art dans le jardin, découvrez la biographie du sculpteur tout en bronze et en marbre. On espère que vous avez profité de ce temps calme, puisqu'on vous emmène dans un cours de sculpture, où le bruit des outils résonne à tout va. Ici, Antonia enseigne à ses élèves la taille directe. C'est le fait de ne pas partir forcément d'un modèle et de construire, et de reproduire exactement le modèle dans la pierre ou dans le bois. On a le dialogue avec le matériau et quand on en enlève à un endroit, du coup, ça donne une forme. Et donc, cette forme-là, c'est de se dire « Ah, du coup, tiens, ça me donne une idée. Est-ce que j'intègre ça à mon sujet ou pas ?» Voilà, ça, c'est ce que j'appelle le dialogue avec la pierre. Et le dialogue n'est pas très tendre. Il y a plusieurs étapes et certaines font moins de bruit, on vous rassure. Il y a des gens qui sont dans des étapes de dégrossissage. Donc là, en fait, effectivement, on peut y aller à taper. Après, on va avoir l'étape où on va travailler la forme et tendre la forme. Donc là, on a d'autres outils que la pointe, c'est-à-dire les gradines. Et ensuite, on va avoir effectivement toute une partie de fini avec les rifloirs, les petites râpes et le papier de verre. Ici, la technologie n'est pas autorisée pour travailler. Retour à l'âge de pierre. J'essaye en fait de leur enseigner la taille et pouvant aller du début jusqu'à la fin de la sculpture en n'utilisant pas les machines. Et les pointes avec lesquelles on travaille principalement jusqu'aux 3/4 de la sculpture sont les outils que les sculpteurs, voire même égyptiens, avaient. Vous voyez, donc bon, c'est des outils très traditionnels. On vous propose maintenant de retourner au calme et de prendre un peu l'air le long du quai Saint-Bernard. Ici, on flâne, on se promène, on fait du vélo, mais pas seulement. C'est aussi l'occasion d'une petite sortie culturelle. Vous n'avez pas remarqué ?
Bien intégrés dans le décor urbain se cachent près d'une trentaine de sculptures datant du XXe siècle. Bienvenue au musée de la sculpture en plein air. Ici, personne pour vous taper sur les doigts si vous vous approchez trop près des œuvres. Pas d'horaire d'ouverture, le square est ouvert 7 jours sur 7. Vous pouvez même y aller la nuit. Dans cette collection à ciel ouvert, on retrouve des artistes du monde entier. Le français Ipoustegui, la bulgare Lyuba Kirova, la grecque Aglaé Liberaki ou encore le canadien Sorel Etrog. Des sculptures abstraites, minimalistes, représentatives de cette période artistique. Ouvrez bien les yeux, plus de 700 mètres de promenade où l'art sort des murs et envahit la ville. De l'artiste reconnu, en passant par l'apprentissage jusqu'au musée en plein air, la sculpture se dévoile sous toutes ses formes dans la capitale. Préparez votre meilleur planté de bâton car notre focus du jour nous emmène directement sur les hauteurs des Pyrénées dans un atelier de fabrication de ski. Si ce doux bruit de glisse sur neige fraîche vous est familier, l'origine du ski, elle, est un peu plus floue. Le plus ancien skieur serait vieux de 3000 ans avant Jésus-Christ, selon cette peinture retrouvée. Mais les véritables origines du ski sont plus récentes. Il aura fallu attendre l'exposition universelle de 1878 pour que le ski arrive en France, avant de véritablement s'imposer comme une discipline populaire en 1960, avec de grands skieurs français comme Jean Vuarnet ou Jean-Claude Kelly. En 2015, alors que la production industrielle de ski bat son plein, 3 passionnés de montagne font le pari de relancer une vieille fabrication de ski made in Pyrénées, artisanale, éco-responsable et surtout en bois. Naissait alors la marque Villacampa, en hommage à Félix Villacampa, l'un des premiers fabricants de ski des Pyrénées au tout début du XXe siècle. Un savoir-faire bien particulier, car il existe bien évidemment des tailles de ski différentes, mais surtout des types de ski différents. On dit d'un ski qu'il a un programme. Donc vous allez avoir un programme qui va être du ski de montagne. Par ski de montagne, on entend ski de randonnée. Donc on part ski au pied, on grimpe et on redescend. Et puis il y a tout ce qui est ski de station, voilà, ski de piste, où on va être sur une neige travaillée, damée, pour faire des courbes et des virages courts ou moins courts en fonction de ce que vous aimez faire. Des skis plus souples et plus légers que ses congénères, ce qui n'est pas négligeable pour le ski de randonnée. Et pour fabriquer un ski, qu'il soit de piste, de rando ou de fond, plusieurs corps de métier cohabitent. Et ce n'est pas Gaëtan Lynx, technicien d'atelier, qui nous dira le contraire. Il y a une partie un petit peu plus bois, ébénisterie quand on est sur la finition, un peu plus technicien, matériaux composites, résine, quand on est dans la fabrication, avec beaucoup de manuels. Donc on varie énormément pour fabriquer une paire de skis. Direction l'atelier pour aller voir ça d'un peu plus près. Tout commence par le noyau en bois, le cœur du ski, issu de forêts éco-responsables. Gaëtan fait un travail d'ébéniste et doit le découper selon son gabarit. Et ici, tout fonctionne par paire. On ne fait jamais un seul ski tout seul, mais toujours avec son jumeau. Au même moment, dans la pièce voisine, Eric, lui, prépare la semelle, qui est sous le ski. Et là, il est en train de cintrer, puis de coller l'écart. Vous savez, la tranche du ski. Étape très minutieuse, car on n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est vraiment important là d'être un maximum précis. Il faut vraiment que la carre dessous soit jointée correctement sur la semelle pour éviter à la fin tout ce qui peut être infiltration d'eau. Une fois la semelle et le noyau prêts, on peut commencer l'assemblage des différentes couches qui composent un ski avant de passer à la stratification et à la presse. Le but, c'est au niveau du poste de stratification, c'est d'essayer d'aller vite, d'être efficace. Donc il faut avoir ces tissus de près, il faut les préparer à l'inverse de ce qui va être fait dans le ski. Donc le tissu qui sera posé en premier sur le ski, se le préparer en dernier. On vous sent confus, alors on vous explique. Pour ces skis freeride, il y a dans l'ordre la semelle, un tissu carbone, le noyau, un autre tissu carbone, une couche de lin et le plaquage en bois de chêne, de merisier ou frêne olivier. La production Villacampa étant du quasi sur mesure, aujourd'hui il n'y a pas de stratification planifiée. Mais voici à quoi ça ressemble sur un bout de ski. Toutes les couches vont être imbibées d'un mélange de résine et de catalyseur avant de passer à la presse. Là également, on accumule les couches. Ça a été fabriqué ici par nous.
c'est une presse un petit peu particulière où, à savoir que ce sont juste des montants et la pression se fait par un remplissage de boudins d'air. Après une nuit passée sous la presse, Gaëtan va pouvoir venir découper les contours de son ski, poncer pour dégager l'écart et poncer le dessus du ski pour le faire briller. On rajoute les fixations et il n'y a plus qu'à. Et surtout, on n'oublie pas le planter de bâton. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite. En attendant, restez chic toujours. Bye!